Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de Ça vous regarde ce soir, la zizanie à Paris. Cédric Villani devrait être exclu ce soir de La République en marche. Benjamin Griveaux dégringole, le clivage gauche-droite revient en force et l'écologie s'impose. Alors pourquoi rien ne se passe comme prévu dans la capitale? L'élection du maire de Paris n'a jamais été aussi ouverte. On en parle ce soir avec plusieurs candidats sur ce plateau dans notre grand débat dans un instant. Quel rôle doit jouer le médecin dans la lutte contre les violences conjugales? La majorité veut autoriser la levée du secret médical à certaines conditions. Le sujet est sensible. Il touche au lien de confiance entre les médecins et leurs patients. Et cette mesure est discutée ce soir dans l'hémicycle, on en parlera. Enfin, notre grand témoin ce soir est un homme d'image, passionné par la politique. Il en a filmé tous les aspects, les plus historiques comme les plus tragiques. Et aujourd'hui, il revient avec un livre, une lettre à sa petite fille Anita. Serge Moati est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Serge Moati, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre grand témoin, on a 1 heure à passer ensemble. C'est un rêve. Les Français vous connaissent bien, vous êtes un homme de télévision, producteur, réalisateur. Vous avez une patte, une manière à vous de filmer la politique. On en parlera au plus près de l'humain. Et vous publiez aujourd'hui, oui. Aujourd'hui même, ça sort aujourd'hui, cette lettre à votre petite fille, lettre Absolument. à Anita, c'est chez Fayard, Souvenir de l'ardoise magique, où vous lui racontez votre vie, ce monde ancien dont vous dites qu'il disparaît petit à petit. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, ouais. Paris, vous connaissez bien Paris. Ça ne m'a... Oui. La prise de l'hôtel de ville, vous l'avez même filmé en 2001. Ouais. Rien ne se passe comme prévu. Oui. À nouveau, Villani exclu, en passe de l'être ce soir. Griveaux à la peine, Dati tout sourire. Et Hidalgo en mer, tranquille. On en parle avec vous, Isabelle Saporta, bonsoir. Bonsoir. Transfuge. Bah, transfuge tout de suite. Allez, transfuge de l'équipe de Gaspard Ganzer dans l'équipe de Cédric Villani, que vous avez décidé de soutenir et donc de rejoindre il y a quelques jours. Vous serez sans doute candidate dans le 14e arrondissement. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'écologie. Bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, adjoint communiste, candidat dans le 18e sur la liste d'Anne Hidalgo, Paris en commun. Enfin, j'accueille Rudolphe Granier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Républicains dans le 18e. Il s'agit cette fois-ci de la liste de Rachida Dati. Dati pour Paris. Je précise tout de même que nous aurions aimé avoir la présence d'un candidat ou d'un soutien de Benjamin Griveaux, mais qu'aucun n'a souhaité venir participer à ce débat. Je vous donne la parole dans un instant. Celui qui nous plante le décor de ce grand bazar de l'Hôtel de Ville, c'est Stéphane. Stéphane Dalkowski, si j'ai bien compris. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Bah, si j'ai bien compris, d'abord il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne pourrais jamais vous dire ce que j'ai compris, c'est marqué là, regardez. Si j'ai bien compris, Anne Hidalgo, c'est quand même la favorite aujourd'hui des municipales à Paris. Alors moi je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais mis en tête que Hidalgo, depuis son élection, était devenue la bête noire des automobilistes dans un pays où 86% des gens sont propriétaires d'une voiture. Dans un pays où les gens, quand on augmente le diesel, mettent le feu, cassent tout. Bon, ça me paraissait quand même assez mal placé pour avoir une base de popularité, pour être la maire de la capitale, que de détester à ce point-là les voitures. Sauf qu'à Paris, la majorité des habitants n'ont pas de voiture. La majorité n'a pas exactement. Il y a un tiers seulement des habitants, selon les dernières statistiques, qui ont des voitures à Paris. Donc c'est vraiment 34%. Bon, j'ai rendu au tiers, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie des nombreuses différences qui existent entre Paris et le reste de la France. Donc en fait, quand Hidalgo dit on se débarrasse des voitures, c'est sans doute avant tout les banlieusards qui vont être pénalisés. Mais les banlieusards, ils votent pas au municipal à Paris. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait à s'embarrasser de leurs problèmes de voiture? Évidemment non, au contraire, Anne Hidalgo, ce qu'elle veut faire, c'est plus de place au vélo, un vélo, je crois, où toutes les rues, 100% des rues seraient cyclables. Si elle a été élue, elle promet ça pour 2024. Le plan vélo qui était d'ailleurs présenté aujourd'hui, donc c'est un programme écolo qu'elle propose. Bah quasiment. D'ailleurs, tout le monde, je crois, a remarqué la couleur de ces affiches de campagne. Bon, Serge, Ouais. c'est un ancien. Le code couleur du Parti Socialiste, rappelez-moi. C'est rose, rouge. Voilà. Et là, regardez, les affiches, eh ben non, elle a tout repeint en vert. Fond vert pour les têtes de liste. Oui. Et vous-même, Serge, bien sûr. Comme Petit camailleux de...
Mais le vert est très très tendance en politique. Ah ça, oui, vous l'avez senti. Ça, évidemment, tout le monde se repeint un petit peu en vert. Bon, ben, Hidalgo, elle a fait ça comme tout le monde. Bon, simplement... tout à l'heure, je crois que d'ailleurs, c'est vous qui m'avez dit ça, qu'on diffuserait un reportage sur la concurrence. Absolument, voilà. C'est tout à fait ça. Qui alors est son principal adversaire dans cette campagne? Bah, pour l'instant, là encore, c'est une surprise. Enfin, une surprise pour moi, parce que moi, je pensais que c'était Benjamin Griveaux, le grand favori. Je me disais, c'est quasiment gagné d'avance, quoi. Au second tour, Macron fait 90% des voix. Donc là, Griveaux, bon, il se présente, il est élu. Donc ça paraissait évident. C'était sans compter la dissidence, Villani. Ah bah voilà, Macron nous avait promis un nouveau monde, et puis finalement il ressemble pas mal à l'ancien. Encore une fois, je me tourne vers Serge, notre sage ici, oui, ça se passe toujours de la même manière. Enfin, dès qu'un parti est convaincu de gagner une élection, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des ambitions. Qui dit ambition dit rivalité. Qui dit rivalité dit haine, détestation interne, division. Et ben voilà, on en est là. Ils sont divisés à la République en marche. Humain. Voilà, humain, trop humain, ça n'a pas changé. Et donc finalement, Villani refuse de tendre la main à Griveaux. On l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, pardon. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Alors, vous voyez la barbe d'Édouard Philippe Blanchi, là, je pense que Macron s'arrache les cheveux, parce que quand on additionne les scores de Griveaux et de Villani, on arrive à 26%, donc il y a de quoi créer un vrai socle fort pour une majorité. Et là, finalement, avec cette division, 10 d'un côté, 16 de l'autre, c'est Rachida Dati, non pas ici présente, mais son représentant, qui est en deuxième position, voilà, pour les municipales actuellement dans les sondages, quoi. Sauf que pour Villani, il reste une option, c'est peut-être de s'allier avec le candidat écolo, David Béliard. Il nous le dira Isabelle tout à l'heure, mais déjà Serge Gilmar, qu'est-ce qu'il va faire Villani? Peut-être qu'il pourrait... Oui, il pourrait s'allier évidemment avec... Il y a cette idée de coalition pour le climat qu'a lancé les Verts, donc c'est David Béliard. Oui. Et Villani a dit qu'il était intéressé, donc il pourrait s'entendre. Il y a juste un truc qui quand même, moi, me fait tiquer, c'est qu'au mois de septembre, voilà ce qu'a dit David Béliard à propos de Villani. Donc on regarde dans Le Parisien, il donne une interview, et qu'est-ce qu'il dit? Bon, sinon je vous le dis, si on ne me le montre pas. Je suis l'anti-Villani. Je suis l'anti-Villani. Donc comment peut-on être l'anti-Villani au mois de septembre et puis finalement... Bon, c'est de la politique, Serge, on en a vu d'autres. Mais avouez quand même que... Alors, on arrive au paradoxe suivant, où finalement, Anne Hidalgo, il y avait un sondage en novembre, Odoxa, fait par Griveaux, d'ailleurs, demandé plutôt par Griveaux, qui disait 60% des Parisiens ne veulent pas qu'Anne Hidalgo reste à la mairie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est elle la grande favorite. Yann Brossat, ça se passe un peu différemment que prévu tout de même. Ça vous surprend, vous, ce paradoxe-là? Non, enfin, il y a évidemment des péripéties politiques. Merci Macron, merci Griveaux. Non, parce que la réalité, c'est que, vous l'avez dit, Anne Hidalgo a été beaucoup critiquée, mais en réalité, beaucoup des réalisations qu'elle a mises en œuvre, qui à l'époque ont été contestées, sont aujourd'hui plébiscitées par les Parisiens. Prenez la piétonisation des voies sur berge. On nous a dit pendant des mois, c'est terrible. Il y a même des maires d'arrondissement qui maintenant soutiennent M. Griveaux, qui avait fait des recours en justice contre la piétonisation des voies sur berge. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est très bien et qu'on a eu raison de le faire. Et on voit... pas tout le monde, si j'ai bien compris. Rachida Dati dit pas ça. Oui, il y a du débat, il y a du débat. Vous êtes là pour le dire, mais à ce moment-là, elle défendra sa position. Sauf que cette politique de réduction de la place de la voiture, elle a permis depuis maintenant 5 ans de réduire la pollution de 15%. Elle a permis de réduire le trafic automobile de 17%. On a par ailleurs laissé de la place au vélo. Je pense que c'est une bonne politique et donc des Parisiens se disent... Pas surpris donc, c'est le bilan qui commencerait à infuser. On va quand même revenir à l'actualité et cette actualité, elle vous concerne, Isabelle Saporta, c'est l'exclusion. L'exclusion de Cédric Villani. Est-ce qu'elle vous arrange pas un petit peu, cette exclusion? Parce qu'on a l'impression que vous, personnellement, les marcheurs, c'était pas trop votre tasse de thé. Non, enfin moi je vois pas ça comme ça en fait. Moi je suis assez fière, moi-même très fière de Cédric Villani parce qu'au fond il a dit une chose, il a dit voilà, moi je veux travailler pour la coalition climat, c'est-à-dire je veux tendre la main aux écologistes, je veux que l'écologie soit au cœur de notre projet, je veux travailler à un pacte de gouvernance pour qu'enfin les choses aillent beaucoup plus vite parce que je vous entendais Yann Brossat et c'est vrai qu'Anne Hidalgo a fait des choses, mais elle a un très joli programme là par exemple, elle a aussi fait de l'écologie, elle a aussi un bilan qui n'est pas très bon, notamment vous savez bien, sur le Vélib qui est un fiasco, sur Autolib qu'elle a arrêté et qui est un autre fiasco. Donc on a eu quand même quelques fiascos. Et là, moi, je suis par exemple très contente qu'elle soit très heureuse de faire les cantines bio. Ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas fait avant, vous voyez. Donc moi, je n'ai rien contre la personne, je vois juste qu'il y a un petit bilan. Peut-être un instant sur l'exclusion. Sur l'exclusion, moi, si vous voulez, la question, c'est pas tellement... Alors, moi, vous l'avez vu, Cédric Villani, aujourd'hui? Oui, il le vit bien, ça va? Cédric, vous savez, c'est un homme très fort. Hein. C'est marrant d'ailleurs parce qu'au fond, je ne sais pas comment ils ont pu penser que quelqu'un qui était médaillé Fields et qui s'était battu comme il s'est battu, qui est un grand mathématicien,
pourrait être quelqu'un finalement de faible dans ses convictions. Donc voilà, moi ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement là où vous avez raison, c'est que le nouveau monde, s'il ressemble à ce point-là à l'ancien, faire des exclusions. Ce qui m'inquiétait un peu, c'était sur l'idée d'alliance, c'est que l'alliance que propose la coalition pour le climat, que propose David Béliard, il l'étend dans sa main tendue jusqu'à la France Insoumise. C'est là que j'ai du mal à imaginer Villani et les gens de la France Insoumise dans la même majorité. Vous savez, là où vous avez tort, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on se pose pas la question de qui est dedans, on se pose la question de ce qu'on va faire. Et moi, c'est ça qui me dérange en France aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis lancée en politique. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que ça raconte? Comment on va faire de la transition énergétique beaucoup plus rapidement que ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Comment on va repenser des quartiers apaisés? Anne Hidalgo, elle veut faire juste le centre piétonnisé. Moi, je voudrais qu'il y ait des quartiers apaisés un petit peu partout, et notamment dans les quartiers du 18e, au programme sur l'écologie, mais on va 20e. rester sur la politique parce que ce soir, il y a un bureau exécutif et ce soir, peut-être que toute la liste, tous les colistiers de Cédric Villani seront exclus du parti. Quelles conséquences concrètes? Ça change rien? Est-ce qu'il n'est pas plus libre, au fond, pour faire des coalitions? Est-ce qu'il n'est pas plus libre vis-à-vis David Béliard aurait dû lui ouvrir grand les mains. Il ne lui a pas ouvert grand les bras. Il lui a pas dit. Il attendait que Villani parte pour. On s'attendait à ce qu'ils disent. Ils travaillent ensemble. En fait, le vrai truc, c'est qu'ils travaillent, ils avancent. C'est tout. Ils travaillent sur le fond. On est quand même. L'ancien monde est en train de revivre. En réalité, on l'a pas perdu. Tout ça respire la combine. Il y a des déclarations de 6 mois qui sont l'anti-Villani par Béliard. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Du coup, l'offre politique qu'on peut dire aux Parisiens. C'est quelque chose, mais après, ce sont les choses. Parce que là, je voulais qu'on s'arrête un instant sur la dissidence, parce que des dissidents, vous en avez aussi chez vous, si je puis me permettre. Ne serait-ce que sur l'image, une famille politique qui est exclue, c'est pas un bon signe de santé en général. Donc voilà, nous, l'exclusion, c'est pas quelque chose qu'on a pratiqué. Vous avez pratiqué ça au Républicain. Pour cette Pas les 6 derniers mois, on va dire. Mais attendez, on va en prendre le parti. Et l'avantage, pour une fois qu'on a une famille politique unie, qui se respecte... Vous faites quoi, ça serait peut-être pas prudent d'exclure trop de monde républicain non plus. Goujon a été très clair à ne pas maintenir Rachida Dati au troisième tour. Parce que là, il y a peut-être des Parisiens qui nous regardent, mais il n'y a peut-être pas que des Parisiens. Bien sûr. Expliquons quand même, parce que des dissidences, vous en avez, et même beaucoup à Paris, dans le 15e. Philippe Goujon n'est pas le candidat investi. C'est pareil, dans le 16e, il y a 3 candidats. La Commission nationale d'investiture des Républicains a parlé. Elle a investi 17 candidats, dont Rachida Dati, il y a plus d'1 an. Et si on se souvient un petit peu de l'histoire, il y a plus d'1 an, il ne fallait investir personne. Il ne fallait même pas présenter un candidat des Républicains. Aujourd'hui, quand on va sur le terrain, quand on parle avec les Parisiens, on se rend compte que l'offre politique unie, c'est le cas. Et des personnes qui soutiendront Rachida Dati. C'est le retour du clivage droite-gauche, alors gauche-droite. Et donc c'est le retour de la PS contre... C'est peut-être le retour de la clarté politique. On a redécouvert des électeurs de droite à Paris. Et la droite et le centre ne sont pas morts à Paris. Première nouvelle. Bon. Donc vous ne dites même pas merci Macron. J'entends que du côté d'Anne Hidalgo, on ne le dit pas. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans notre façon de faire, dans notre façon de dire? On est resté nous-mêmes. Cette sincérité, cette authenticité, ça parle en politique aujourd'hui. On voit très bien qu'à mi-mandat du président de la République, Emmanuel Macron, les Français ne sont pas du tout dupes. Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. Moi, je partage ça. C'est-à-dire que je pense que dans une campagne, on a besoin de clarté. On a besoin de dire les choses. Or, on peut dire ce qu'on veut sur ce qu'a fait Anne Hidalgo, sur ce qu'elle a envie de faire, mais en tout cas, proposer quelque chose d'alternatif. Et on a le droit d'être contre, absolument. Mais au moins, le cap, il est clair. Sur toute une série de questions, nous répondons clairement. Est-ce qu'il faut continuer à réduire la place de la voiture? Oui. Est-ce qu'il faut continuer à faire des pistes cyclables? Oui. Est-ce que vous le faites de la bonne façon? Non. Est-ce qu'il faut continuer à encadrer les loyers? Oui. Est-ce qu'il faut faire du logement social, notamment dans les arrondissements qui en comptent trop peu? Oui. Et on peut dire ce qu'on veut. Vous êtes rodé à la campagne. Mais bien sûr, mais si vous me permettez de terminer. Être élu, c'est tout le temps répondre à des questions simples que nous posent les électeurs et le dire de manière extrêmement claire. Or, on peut dire ce qu'on veut. Anne Hidalgo et Rachida Dati, elles répondent totalement l'inverse sur ces questions-là, mais au moins c'est clair. Et puis à côté de ça, je vous le dis, Isabelle Saporta, j'écoute ce que dit Cédric Villani, je suis incapable de dire aujourd'hui, et les Parisiens sont incapables de dire aujourd'hui ce qu'il répond à ces questions. Est-ce qu'il est pour ou contre l'encadrement des loyers? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est pour ou contre, par exemple, la réduction de la place de la voiture? Je ne sais pas. En l'occurrence, vous avez dit que nous avons un bilan. Lui aussi, à l'Assemblée nationale, il ne s'est pas opposé. Isabelle Saporta le soulignait quand elle était dans le camp de Gaspard Gantzer. C'est quand même une vraie question. Non, parce que là, c'est Isabelle Saporta qui est directement interpellée. Quand on perd du temps, quand on passe du temps à faire des combines politiques et à regarder qui doit
doit être numéro 2, numéro 3, quand personne ne sait où on va, effectivement, on perd du temps au Parlement parisien. Isabelle Saporta, pardonnez-moi. sur les votes de Cédric Villani, le glyphosate, la souffrance animale, le CETA. Alors là-dessus, je suis complètement tranquille, puisque moi-même, je les ai dénoncés. C'est ce que je trouvais. J'avais dit qu'il avait une piscine. Donc, si vous voulez, moi, c'est des discussions que j'ai eues avec lui. Entre-temps, il a évolué. Entre-temps, il a changé. Il a fait beaucoup de choses avec Mathieu Orphelin, avec Delphine Batho sur les questions environnementales. Par ailleurs, il s'est beaucoup imprégné des questions de conditions animales. Vous savez, moi, j'ai pas votre... Je vois bien, si vous voulez, il y a un truc dans cette équipe Hidalgo où vous êtes persuadé que vous avez raison sur tout et que vous détenez la vérité absolue et que tous les autres ne sont pas à votre hauteur. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais je sens bien, je vois bien les petites phrases, je vois bien l'arrogance. Votre projet. Il n'y a aucune espèce d'arrogance. Je trouve que c'est pas, en fait, c'est pas bien parce qu'en fait, je trouve que Paris souffre de ça. Pour moi, le plus grand capital de Paris, c'est son humain. C'est de trouver une façon que Paris soit apaisé et de construire ensemble. Vous voulez me dire que effectivement dans cette coalition climat, il y aura des gens très différents. Oui, il y aura des gens très différents. Non, je vous dis qu'il y a des gens qui disent tout et leur contraire, ce qui est un autre problème. Oui, mais vous voyez, c'est toujours les petites phrases. Non, c'est la vérité. Mais non, c'est la cohérence, c'est la cohérence qu'on doit aux électeurs parisiens. La cohérence, on l'a. Et justement, à quel moment vous l'avez ? Contrairement... Sur quel projet vous pouvez l'avoir ? On est en train de travailler sur un projet commun, sur la transition énergétique. Non, c'est pas d'ancien monde sur l'ancien monde. Pardonnez-moi, justement, c'est quoi la clarté ? Aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait ? Entre le premier et le second tour, on avait des gens, jusqu'au premier tour, qui se tapaient dessus, qui disaient qu'ils se détestaient. Et entre le premier et le second tour, en 3 jours, alors ils devenaient tous amoureux, ils étaient tous d'accord sur tout, et ils s'alliaient, et se rajoutaient. Votre alliance, vous voulez la faire avant. On joue en toute transparence. On dit voilà, on a des désaccords, on va y travailler. On a des accords, on va faire un pacte de gouvernance. Moi, je suis désolée, je suis très fière de ça. C'est pour ça que je me suis engagée en politique, pour essayer de faire le trait d'union entre des gens très différents. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous allez tout faire pour faire une alliance avec les écologistes avant le premier tour, et vous la ferez entre les 2 tours si vous n'y parvenez pas, avec celui qui sera le mieux placé. Et ça, vous le reconnaissez. Si c'est David Béliard, c'est lui qui mènera la liste. Et David il est d'accord, Cédric Villani, avec ça. Mais bien sûr. Et David est quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, c'est un jeune homme très courageux qui se bat et qui dit aujourd'hui l'écologie doit être au cœur et qui prend le risque, au fond, de dire ouvrons-nous. Moi, je trouve David Béliard très courageux. Donc Cédric Villani pourrait se désister en faveur de David Béliard, se retirer là où il ne s'est pas retiré avec Griveaux, c'est ça ? Un pacte de gouvernance, je crois que c'est ça, oui. Non, mais c'est un pacte de gouvernance. On va arriver sur les sujets de fond, on va aller sur l'écologie, mais je voudrais votre regard, Serge Moiti. Est-ce que ça change la politique quand vous entendez ça ? Vous aviez filmé 2001, il y avait déjà des dissidents. On se souvient évidemment Seguin-Tibéri. Est-ce que c'est nouveau, vraiment ? Non, ce qui me frappe là un peu, c'est que je n'entends pas, à part lui un peu, mais lui étant mon camarade de gauche. Monsieur Brossat. Monsieur Brossat, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je n'entends pas communiste. Oui. J'étais très programme commun, moi. Je sais bien. Donc, mais je suis d'une génération qui parlait beaucoup d'idéologie, enfin de gauche, droite, élevé dans cette culture-là, etc. Et ça a été pour moi très important dans ma vie. Très. Et je renie pas ça du tout une seconde, même si je vis autrement, même si peu importe. Mes enfants ont voté vert, bon, d'accord. Bravo. Mais non, mais oui. Vous avez mis un peu le vert, bon, déjà, c'est bien aussi. Non, mais c'est un premier pas. Bon, mais en tout cas, je suis attaché à ça. Et là, je n'entends pas cette culture-là qui est la mienne. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'arrivez pas à savoir qui est de gauche, qui est de droite sur le plateau. Vous trouvez que le débat est davantage sur le fond des idées, des propositions ? Est-ce que le débat avance davantage sur le fond ou pas ? Il a déjà échangé les... On n'a pas soupé un peu de ça aussi, Serge Moiti. C'est-à-dire qu'au fond... Oui, peut-être pas vous, mais je trouve... Non, pas moi. Enfin, pas moi. Donc vous trouvez qu'il est dépolitisé, ce débat ? Pourquoi vous êtes aussi agressif ? Je comprends pas. C'est intéressant. On peut discuter du fond sans... Donc vous trouvez qu'il y a une forme de... Il y a 2 conversations, là. Pardonnez-moi, mais je vois pas manque de colonne vertébrale. Oui, par exemple, ce monsieur que je trouve très sympathique, monsieur Grenier. Vous avez de la chance parce que moi, il n'arrête pas de m'envoyer des vacheries. Il a la chance qu'il soit gentil avec vous. Un personnage. Les Républicains. Oui, Rudolf Granier. Non, mais bien sûr. Non, mais j'ai filmé des gens de toutes sortes. Moi, c'est pas la question. Mais je sentais le. Ah, il est de droite. Ah, je comprenais. Tu vois. Enfin, tu vois, tu te vois maintenant. Mais et là, je comprends plus. À part lui. Parce que je l'ai déjà vu dans le truc des européennes, ça, donc je le sais. Mais
sinon, je ne comprends pas. Par exemple, vous êtes une énigme pour moi. Alors moi, je pense que si vous voulez, l'idée aujourd'hui, finalement, c'est que collectivement, on avance de façon pragmatique sur le fond. Parce qu'on en a soupé des postures. Mais tout le monde dit ça. Oui, mais je suis désolée, on en a soupé des gens qui se disaient foncièrement de gauche et qui après votaient la déchéance de nationalité. Vous voyez, il y a un moment, il y a les faits, et il y a les actes, il y a l'idéologie, et il y a comment on est droit dans ses bottes. Je vous propose quand même d'aller sur le fond la vraie chose. Et de regarder l'écologie dans cette campagne. Parce que ce qui peut frapper, c'est qu'on est quand même dans une forme de concours Lépine avec des projets parfois farfelus ou des propositions chocs. C'est selon on vous a préparé un petit podium. Il est signé Maïté Frémont. Quand on regarde les programmes écolos des candidats à Paris, on se demande jusqu'où ira la surenchère. Dans le top 5 d'abord, il y a la promesse de Cédric Villani. Son idée à lui, c'est de désengorger Paris en enlevant les Thalys de la gare du Nord pour les transférer dans une nouvelle gare à Saint-Denis. Il y a aussi l'idée d'Anne Hidalgo qui veut remplacer 60 000 places de stationnement, tout simplement par des pistes cyclables. Trop souvent, à Paris, en matière de sécurité routière, c'est la loi de la jungle et c'est pas possible. Mais il y a mieux, voici notre podium. En 3e place, le candidat écolo David Béliard et sa promesse de déterrer la Bièvre, une rivière enfouie depuis plus de 100 ans. Belle trouvaille également du côté de Benjamin Griveaux qui propose la suppression de la gare de l'Est pour créer un Central Park à la française. Déplacer une gare et construire un parc. Voilà qui a déjà suscité en 24 heures à peine des moqueries et beaucoup de sarcasme. N'ayez vraiment aucune inquiétude. Ce sont les mêmes qui appellent sans cesse à faire davantage pour l'écologie et qui disent qu'il est impossible de reconquérir 30 hectares d'espace vert dans Paris. Mais personne n'arrive à la cheville de celui qui a lancé les hostilités, Gaspard Ganzer. Il propose tout simplement la suppression du périphérique pour en faire un parc circulaire de 140 hectares. Autant dire que s'il est élu maire, il ne se fera pas que des copains. Isabelle Saporta, on n'est pas dans une surenchère qui n'est pas forcément très sérieuse, là, dans cette campagne. C'est le concours Lépine, franchement, déterrer la Bièvre, supprimer le périphérique. C'est joli, déterrer la Bièvre. Et si vous voulez, en vrai, je pense que Paris se tournerait un tout petit peu plus, justement, vers... Qu'attendent les Parisiens, vraiment, vous croyez? Moi, ce que je pense, nous pensons qu'effectivement, ils attendent en tout cas une chose, moi, pour laquelle je bataille corps et âme, c'est qu'on se retourne enfin vers la Seine et qu'on fasse du fret fluvial sur la Seine plutôt que d'avoir des livraisons en camion en permanence. La Seine est sous-investie à Paris et c'est bien dommage. Mais c'est pas la priorité. Moi, je pense que c'est une des priorités. Alors vraiment, pour nous, dans la future mandature, c'est une des priorités parce que un tiers à peu près de la pollution, des embouteillages à Paris, ce sont les livraisons. Donc si on ne réfléchit pas à très long terme... Transport fluvial. Bien sûr, au transport fluvial, on ne pense pas à Paris de demain, en fait. Vous pourriez aller dans ce sens, Yann Brossat? C'est pas une mauvaise idée pour le coup. On ne peut pas mettre toutes ces idées... Non, je le dis d'autant plus librement que c'est une idée qui n'est pas défendue par votre candidat, mais par David Béliard. Non, mais pour le coup, c'est faux. Pour le coup, non, mais peu importe. En tout cas, toutes ces idées ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des idées qui sont sérieuses, et puis il y a les vôtres, j'imagine. 60 000 places de stationnement supprimées d'ici 2024. Absolument. Donc c'est le zéro voiture. Mais non, c'est pas le zéro voiture, mais c'est réduire la place de la voiture. Parce qu'il y a quand même une situation assez aberrante qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% des trajets à Paris qui se font en voiture, et la voiture, c'est 50% de l'espace public. Donc vous avez un décalage qui n'est pas normal, qui n'est pas acceptable. Et donc à un moment donné, il faut rééquilibrer tout ça. Mais donc vous savez bien que tout le monde ne peut pas monter sur un vélo. Il y a des tas de places vides dans les parkings souterrains à Paris. Et nous disons donc qu'il faut réduire la place de la voiture, augmenter la place dédiée aux vélos et aux piétons, parce que les piétons, c'est quand même le premier mode de circulation dans la capitale. Mais j'insiste sur un point. L'écologie, c'est le socle du programme défendu par Anne Hidalgo. C'est une écologie sociale et c'est une écologie qui n'est pas excluante. Ce n'est pas une écologie qui vise simplement à organiser le bien-être des gens qui vont déjà bien. Par exemple, lorsque nous disons qu'il faut avancer vers la gratuité des transports en commun, en commun. Nous avons fait la gratuité des transports pour les personnes âgées. Nous avons fait la gratuité des transports pour les enfants de 4 à 11 ans. Et nous voulons aller vers la gratuité de tous les moins de 18 ans
pour qu'ils puissent de cette manière-là circuler sans payer dans les transports en commun. Ça, pour le coup, je pense que ça illustre bien notre volonté. Il y aura plus de métro ou pas? Parce qu'ils sont bondés. Il faudra évidemment le faire. C'est par ailleurs une compétence de la région. Mais en tout cas, ça, c'est l'écologie sociale. Circuler la parole. Rudolf Granier, pour les Républicains, qu'est-ce que vous répondez? Serge Moati disait quelque chose que je trouvais hyper important tout à l'heure. Il disait, en fait, ça manque d'idéologie, mais en réalité, non. C'est l'idéologie qui vire au dogmatisme. Et quand on traite de l'écologie par dogmatisme, on arrive à faire quand même des grandes erreurs qui, notamment, la première, c'est de ne pas répondre aux préoccupations des Parisiens. Donc, il y a des idées qui peuvent être très simples, c'est de l'écologie du quotidien, de l'écologie positive qu'il faut proposer. Il faut arrêter de sanctionner. Quand on propose de supprimer 60 000 places de parking, c'est pas que les personnes du Grand Paris, que je préfère à banlieusards, qui sont sanctionnées, ce sont aussi des familles, ce sont aussi des personnes à mobilité réduite, ce sont des entrepreneurs, des commerçants. Ça, on entend bien Rachida Dati critiquer Anne Hidalgo en disant « mais c'est une folie, il y a des livreurs, il y a des personnes âgées, tout le monde ne peut pas monter sur un vélo ». Mais vous proposez quoi? Mais simplement concrètement, à part critiquer les bilans. Regardez l'exemple de Strasbourg, où on a quand même une cohabitation. Aujourd'hui, on est dans une anarchie totale. Il y a des gens qui ont peur de marcher sur des trottoirs aujourd'hui. Parce qu'ils vont se faire taper par une trottinette, par un vélo, par qui encore? Donc simplement, la navigation fluviale, par exemple. On peut très bien vivre d'une façon beaucoup plus apaisée sur les déplacements, mais sans forcément chercher à stigmatiser, d'une part. Mais vous donnez quand même la priorité au vélo, à la voiture. Il y a un truc qui priorité, mais tout le monde peut très bien vivre ensemble. Ça suffit. Donc vous ne donnez pas la priorité au vélo. On ne peut pas ériger les uns contre les autres de façon. Qu'est-ce que vous proposez juste pour le climat? Parce que simplement. Si il faut garder, un peu tout le monde ensemble, les vélos et les voitures à droite. La priorité doit être sur la rénovation urbaine. Aujourd'hui, dans le 18e arrondissement, on a 27% des logements qui ne répondent pas à des critères corrects. Ça, c'est la rénovation thermique. C'est de la rénovation thermique. Donc, plutôt que de faire... C'est plus important pour vous que la voiture comme combat, le logement. La note à la fin du mois, c'est pour chacune des Parisiennes et des Parisiens. Ensuite, c'est quand même assez aberrant que les factures de chauffage explosent. Et le 18e est concerné. On a 70% des logements qui sont dans ce cas-là, qui sont 17e, 18e, 19e, 20e. Là où la circulation, parce qu'il a été décidé de manière dogmatique de l'interdire dans le centre-ville, a été reporté. C'est pour faire un bilan énergétique également des écoles. Aujourd'hui, sur la mandature, il y en a eu moins de 300 de fait, soit moins de la moitié. Alors, des logements plus propres, on entend cette priorité et ne pas faire la guerre à la voiture. On préfère chez nous le qualitatif au quantitatif. On ne peut pas rebétoniser Paris encore une fois. Qu'est-ce qu'on propose pour le climat? Moi, je ne vais pas taper sur la proposition d'Anne Hidalgo sur le vélo quand je trouve qu'elle est bonne. Moi, la question n'est pas de taper dessus. La question, c'est pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? Moi, la question, c'est toujours le bilan. Le programme que vous présentez, là, il me paraît très intéressant. Par contre, je ne comprends pas non plus quand vous dites, nous, on fait... Non, pas dans le mien. Non, vous n'êtes pas assez vélo. Vous n'avez pas voulu dire oui au vélo. On parle de programme, on parle de projet, on parle d'avenir et de vision. Tout à fait, de projet, de programme, tout à fait. Et de bilan, mais pour le moment, c'est Anne Hidalgo qui est en charge et pas encore Rachida Dati. Donc voilà. Effectivement, ça viendra. Et donc, tout ça pour vous dire, tout à l'heure, j'ai été un petit peu choquée quand vous avez dit, nous, on travaille pour une écologie de la solidarité, pas une écologie des gens qui vont bien. Mais quand, par exemple, vous proposez la piétonisation du centre, en quoi vous travaillez pour le 18e, pour le 19e, pour le 20e, pour ces quartiers qui sont le long du périphérique? Moi, j'ai un souci avec ça. Nous avons un souci avec ça. Quand on voit aujourd'hui qu'on a un métro, alors je sais que ce n'est pas directement Paris, c'est aussi la question des métros et de l'Île-de-France, qui est truffée de particules fines. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on met enfin le turbo? Donc, si vous voulez, il y a un moment, c'est facile d'être toujours dans quelque chose de très clivant. Mais moi, la question n'est pas, au fond, de savoir pourquoi, comment, c'est quand enfin on fait ensemble dans chaque quartier des quartiers apaisés, pas de la piétonisation que dans le centre. Vous parliez d'un projet écologique social, ça c'est politique, Serge Moati. Et vous piétonisez le centre, là où évidemment on vit mieux qu'au périphérique. Pour répondre à Isabelle Saporta qui dit des choses avec lesquelles je suis par ailleurs assez d'accord. On peut dire que Anne Hidalgo n'a pas assez fait en matière de lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait. D'ailleurs, on nous a beaucoup critiqué. On nous a beaucoup dit au cours de la dernière mandature qu'on a trop fait. Et maintenant, on nous dit vous n'avez pas assez fait. Je crois que d'ailleurs que je préfère être dans la situation actuelle que dans la situation dans laquelle nous étions il y a quelques mois. Et nous sommes très fiers d'avoir fait ce que nous avons fait, notamment le développement des pistes cyclables, ce qui fait qu'à Paris, on a déjà 1000 km de pistes cyclables. Et oui, il faut aller plus loin. Et c'est grâce à nous rendu service. Et on a vu que c'était bien pratique. Il se trouve que ça tombait pas si mal. Et pour ce qui concerne la piétonisation, bien évidemment qu'il ne faut pas se limiter
au centre de Paris, bien évidemment. Et il faut le faire aussi ailleurs. Le prochain maire de Paris, ce sera le plus écolo. Finalement, partager la coalition. Est-ce que vous voyez monter ce sujet? Ça fera la différence, à votre avis? Oui, mais tout le monde est écolo, donc c'est ça où je ne comprends plus rien. Tout le monde est écolo, d'accord? Ça, c'est sûr. Donc, alors, c'est un des 4 axes de Rachida Dati, l'écologie ou la lutte contre la Non, mais d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est plus écolo que moi, tu meurs. Comment vous le voyez? Votre place de débatteuse, là, de meneuse de débat, là, parce que moi, je suis d'accord avec tout le monde, je ferais comme ça. Oui. Ah bah oui, bien sûr. C'est normal, le rôle du débatteur, il ne peut pas prendre parti. Non, mais c'est pas ça. Mais il n'y a rien de clivant entre vous. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Pardonnez-moi. Mais alors, c'est pas moi qui vais apprendre ça à Yann Brossa, qui y est non, depuis mais pourquoi 12 ans. vous m'interrompez comme ça? Oui, non, mais je veux dire, au Conseil de Paris, après, au Conseil de Paris, vous travaillez ensemble. Vous faites des coalitions sur chaque projet. Donc cette idée de faire semblant de se taper dessus toute la journée, alors qu'à la fin on travaille ensemble sur des projets communs, moi je trouve que ça, pour le coup, c'est très ancien monde, pardonnez-moi, quoi. Serge Moët. C'est lourdingue, le truc entre ancien monde et nouveau monde. C'est vraiment lourdingue. Ah ouais, ne le prenez pas pour vous, Serge. Là, vous avez l'impression que vous accusez. Non, mais moi, je suis même plus ancien monde. Je suis bon. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait rien de. Allez, j'ai envie de vous voir vous étriper. Que les Français soient lassés de la manière dont se pratique la politique. C'est qu'il faut que les Parisiens vivent mieux. C'est tout. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, moi, je veux pas que les Parisiens vivent mieux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on leur propose? Mais non, mais arrêtez avec ce côté angélique que Madame Saporta prend et le côté. Moi, je veux que les Parisiens vivent mieux. Alors le mec, moi je déteste l'idée que les Parisiens vivent mieux. C'est ridicule. Il faudrait qu'on s'étriple. Il se trouve qu'il y a des choses qu'on peut partager avec Yann Brossa. Je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut partager avec Rachida Dati. Il y a quand même quelques petites lignes de fracture entre le camp Hidalgo et le camp Dati. D'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez là? C'est peut-être ce qu'aurait pu vous dire un représentant de la liste Griveaux à ceux qui pensent qu'au fond vous êtes un peu le tremplin l'une de l'autre. Enfin, je veux dire, Anne Hidalgo et Rachida Dati. Et que vous êtes assez proches. C'est assez insupportable. Que vous entraidez dans la campagne. C'est du facile à penser. Moi, je trouve ça un peu regrettable. Rachida Dati a dit qu'elle avait du respect pour Anne Hidalgo. Les meilleurs ennemis. On ne sort de l'ambiguïté que dans la clarté. Donc, si nous sommes clairs et que les Parisiennes et les Parisiens votent pour notre projet, soyez assurés que nous le mettrons en œuvre. C'est quand même quelque chose qui, déjà, au niveau politique, serait assez novateur. Alors, on va essayer, pour terminer, d'essayer d'y comprendre quelque chose au rapport de force. On voit les lignes en présence déjà. On est allé demander à Frédéric Dabi de l'IFOP de nous dire un petit peu si on pouvait savoir qui allait gagner. À moins de 2 mois des élections municipales à Paris, la situation du rapport de force électorale reste incertaine, même si elle tend à voir les 2 blocs de gauche et de droite qui sont très structurants à Paris revenir en force. Les enquêtes d'intention de vote, la dernière menée par l'IFOP et Fiducial pour le JDD et Sud Radio, donne une avance pour Anne Hidalgo, 25% d'intention de vote, qui devance Rachida Dati, qui pour la première fois arrive en 2e position. La liste LR devance celle de Benjamin Griveaux et celle de Cédric Villani, qui pâtissent de la fracturation du bloc macronien. Emmanuel Macron était la première force à Paris avec 35% à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo arrive en tête dans quasiment toutes les catégories sauf les personnes âgées. Elle surperforme dans les arrondissements de gauche et parvient pour le moment, mais ça sera un signe peut-être de danger pour elle, à mettre à distance, à reléguer Europe Écologie des Verts. Rudolf Granier. Anne Hidalgo surperforme dans les arrondissements de gauche et c'est pas mal là où c'est plus compliqué pour elle. Déjà, elle arrive à gagner des voix. Donc ça va pas être facile. Sur ce sondage, apparemment, c'est la lecture qu'on peut en avoir. Une semaine après sortir notre sondage, on voit qu'Anne Hidalgo régresse dans les intentions de vote et Rachida Dati monte. Donc bon, le raisonnement, à mon avis, ne tient pas. Où sont vos réserves de voix? Quels sont vos alliés? Chez les électeurs, pourquoi voulez-vous qu'on cherche à avoir des alliés, des trucs comme ça? Il y aura un deuxième tour. Mais chez les électeurs, bien sûr, on fait une campagne de premier tour. On fait une campagne de premier tour pour le moment. Vous n'allez pas nous faire un procès en insincérité. Et on voit que là, il y a des partages possibles, même si peut-être qu'il n'y aura pas d'alliance. Hein, je dis pas ça. Je veux le voir. Je veux revenir pour le voir, mais ça n'arrivera jamais. Avec qui vous pourriez vous allier pour tenter d'avoir une majorité à Paris? Qui vote à des élections? Ce sont des appareils politiques, ce sont des structures? Non, ce sont des électeurs, ce sont les Parisiens. Donc c'est eux qui feront une majorité, personne d'autre. C'est pas des appareils politiques qui font ça. La campagne est encore longue, il reste 2 mois et demi, c'est ça? 7 semaines. Tout et puis elle est compliquée parce qu'on n'élit pas directement un maire. Changer. Oh là là, ça va prendre du temps tout ça. On va parler un peu de vous à présent, Serge Moati. On va parler de votre livre, bien sûr, dans lequel, je le disais, vous vous racontez. Mais d'abord, Ahmed Tazir s'est penché sur votre cas et sur la relation que vous avez tissée avec vos objets, les hommes et les femmes politiques. Regardez. J'ai rendez-vous avec vous, Robert Badinter. J'ai rendez-vous avec vous, Christine Boutin. J'ai rendez-vous avec vous,
Michel Rocard. J'ai rendez-vous avec Christiane Taubira, j'ai rendez-vous avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est nous qui avons rendez-vous avec vous, Serge Moati. L'homme est avant tout une oreille. Il écoute, Serge, il écoute. Ça peut servir quand on est documentariste comme lui. C'est que Serge, avec ce ton bien à lui, aime filmer les coulisses des campagnes électorales. C'est même le spécialiste du genre. Tout commence dans les années 70. Celui qui lui a donné sa chance, c'est lui, François Mitterrand. Serge Moati sera son conseiller pour l'audiovisuel, son réalisateur attitré. Oui, mais tu risques d'en avoir vachement besoin, toi, quand il va serrer des mains en bas. Il vaut mieux qu'il soit mobile. là-bas, il faut qu'elle soit en bas, à l'extérieur, il n'y a pas de doute. Dans ce cas-là. Une aventure professionnelle et humaine débute. Car chez lui, tout s'entremêle, le boulot et l'affectif. Johan Gillet a travaillé côte à côte avec Serge Moati durant 8 années. François Mitterrand venait souvent dans les conversations. Vous savez que Serge Moati est orphelin et que les figures, comment dirais-je, paternelles, maternelles sont très importantes pour lui. Et quand il me parlait de Mitterrand, à chaque fois, je voyais le petit enfant quelque part, Moati, qu'il n'était plus, mais enfin, dans sa tête, nous parlait d'un grand homme, d'un grand personnage. D'un père ? Peut-être d'un père. Caméra au point, Serge Moati filme un autre animal politique. Il le fait même chanter. Jean-Marie Le Pen et Serge Moati, près de 30 ans de relations, souvent amicales. On peut combattre quelqu'un pour ses idées et le trouver sympathique par ailleurs dans la vie. Avant de lui faire ses adieux. 25 ans de tournage. Je le quittais avec ses incantations, ses visions, ses sombres prophéties et ses obsessions. Son point de détail, son dur à four crématoire et sa toute récente fournée. Adieu à celui qui avait perdu sa force et ses amis. La presse s'indigne. À quoi joue Serge Moati? Le débat est ouvert. Serge Moati rappelle souvent qu'il est juif, franc-maçon, socialiste, a priori tout ce que déteste le Front National. Et il a dit il faut aller voir son contraire, parce qu'on n'explique pas un phénomène politique avec des analyses froides, distantes, lointaines. C'est que Serge est empathique, il est rond, un caméléon. Il s'adapte à toutes les situations, disent ses proches. Quand vous filmez à Marseille avec Serge Moati la politique en train de se faire, vous marchez sur le Vieux-Port, vous faites arrêter par la droite, Renaud Muselier, « Oh, Serge, viens boire un coup, viens boire un coup !» Et puis ensuite par la gauche, « Oh, Serge, viens !» Et puis par tous les partis. Alors vous vous refilez les verres parce qu'ils ne pouvaient pas tout boire, donc en cachette je buvais les verres, etc. Parce qu'il fallait effectivement créer cette empathie qui faisait qu'ensuite on avait des accès que les autres n'avaient pas. Voilà le secret, être là où les autres ne sont pas, toujours au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être pour cela, me dit-on, que vous avez été de plus en plus nombreux à le suivre. Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. Et voilà, sujet signé Ahmed Tazir. Et un grand merci à Johan Gillet pour les archives. Bravo. Qui nous rappelle que vous avez travaillé dans cette maison. Oui, bien sûr, des années. Serge Moati, l'affectif, l'empathie. Oui. C'est votre marque de fabrique? Je ne sais pas si c'est sûrement pas une fabrique en tout cas. Je suis comme ça profondément. Enfin, c'est pas une marque de fabrique. Enfin, ne croyez pas que c'est un truc. J'adore filmer des gens. J'ai été privé de photos de mes parents parce qu'ils sont morts quand j'étais jeune. Et j'ai découvert qu'il y avait des images en mouvement. C'était le Cinoche. Et j'ai adoré ça. Et j'adore garder des traces, des choses, parce que j'ai pas de traces, moi, beaucoup. Et j'adore filmer. Je salue l'arrivée d'Aurélien Pradier, député Les Républicains, et de Gaël Le Bohec, avec qui on va parler dans la dernière partie de cette émission d'un sujet grave, les violences conjugales. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez intervenir dans cette interview si vous le voulez. Est-ce qu'elles vous ont touché, les critiques Les critiques sur Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça a été difficile? Non, ce qui m'a frappé, moi, vous savez, bon, je suis fils de déporté, etc. Et genre, il fallait pas donc que je parle à Le Pen. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas comme ça qu'on avance et qu'on entend. J'ai fait des films sur la haine antisémite. On en parle beaucoup en France en ce moment. J'ai fait des films là-dessus. J'ai fait le tour du monde des partis néo-nazis de par le monde. Et il fallait qu'en France, j'entende pas le type qui disait le point de détail. Enfin. Et comme vous le dites dans votre film, ou je sais pas si c'est moi qui le dis ou je sais pas quoi, j'ai du mal à haïr. Enfin, vous voyez, j'adore filmer. Alors donc, je voulais comprendre ce que disait Le Pen. Le dernier que vous avez filmé, c'est Bernard Cazeneuve. Oui. D'ailleurs, c'était pendant les attentats de Charlie Hebdo, l'hypercachère. Oui. Qui avez-vous envie de filmer aujourd'hui?
Ma question porte sur les hommes politiques du Nouveau Monde, que vous n'aimez pas trop. Qu'est-ce que vous appelez le Nouveau Monde? C'est la Macronie, c'est comme ça qu'il se présente. Il y a peut-être un projet, mais je vous en parlerai quand ça sera monté complètement. Donc, il y a encore de l'envie de filmer le personnel politique d'aujourd'hui? Bien sûr. Mais je veux comprendre, c'est mon métier, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Je déteste le côté se détester. Enfin, je sais pas comment dire. Je déteste ça. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir une caméra souple. Donc, il y a encore quelque chose à filmer aujourd'hui. Parce qu'on vous voyait avec Michel Rocard, avec François Mitterrand, Robert Badinter, Christiane Taubira. Il y en a encore de cette trempe-là, de ce niveau-là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Par exemple, je pense que Macron est un personnage qui est passionnant. Qui vous intéresse? Passionnant. Et donc, vraiment, pour moi, c'est capital. Enfin, je veux dire, non, je ne crois pas qu'il faut dire avant, après. C'est idiot, quoi. Et la politique à la télévision? C'est-à-dire? On a l'impression que ça n'intéresse plus personne. Vous croyez? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est parce qu'on en parle mal? Est-ce parce qu'on en parle mal ou c'est parce que là encore, il n'y a plus rien à montrer? Je vous pose la question. Non, mais vous parlez des chaînes d'infos continues, etc. Quoi. Je parle des chaînes d'information continue, je parle des émissions politiques qui, on le voit, font moins d'audience qu'avant. Oui, d'accord, je sais. Mais parce que, comment vous l'expliquez? Parce que ça n'arrête pas, quoi. Et puis, moi, il y a une truc qui me désole en ce moment, c'est la haine. Vraiment, pardon, vous croyez que je suis branché... Le climat ambiant? Oui, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Enfin, on est dans une démocratie, on peut s'affronter, on peut se discuter, mais pas dans la... débattre. Mais pas dans la haine. Enfin, je veux dire, vraiment, ça me blesse profondément. À votre place hier, Jean-François Kahn disait qu'on allait peut-être dans le mur si on ne réagissait pas. Il fallait regarder nos erreurs en face. Oui, bien sûr. Sinon, c'est Marine Le Pen qui... Oui, mais c'est autre chose, ça, dire ça. C'est autre chose. Et Jean-François, comme toujours, a raison. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il faut... oui, enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Souvenir de l'ardoise magique. Oui, alors racontez-nous d'abord cet objet. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cette ardoise magique? Dans cette lettre à Anita, votre petite fille de 2 ans et demi. Ma première petite fille qui a 2 ans et demi. Et non, le truc, c'est qu'au départ, c'était l'ardoise magique qui était mon personnage presque central. Ardoise magique, vous savez, on a tous eu ça quand on était gamin, enfin en tout cas moi. Prof, ça s'efface, je faisais ce geste, ça s'efface. Bon. Et du coup, brouillon éternel. Oui, et je me disais, j'ai 73 ans, bon sang de bonsoir, je m'efface moi-même. Ça ne s'efface pas, je m'efface. Et puis, je lis Freud, c'est un copain à moi, Askenaz, je lis Freud, et Freud dit, mais non, ne croyez pas que ça s'efface. Il reste des traces si vous travaillez un peu le truc, et ça peut remonter. Et alors là, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. J'ai dit, moi qui avais, la première fois que j'avais écrit une histoire, j'avais écrit Papa m'aime pas. Ah, il tombe là-dessus, angoisse. Et qu'est-ce qu'il a effacé? Il a dit Papa t'aime pas, il t'adore. Et j'étais bouleversé. C'est la première fois que j'avais ça. Alors je raconte ça à ma petite fille évidemment. Et ma petite fille, puisque j'y viens, et il y a énormément de tendresse, il y a beaucoup de joie. Oui. Pour raconter des scènes familiales. Bien sûr. Raconter l'amour que vous avez pour cette petite fille, la et pour première, mes enfants, et pour ma femme. Enfin bon, bref. Il y a aussi de la nostalgie. Oui, il y a de l'angoisse aussi. Oui, parce que je suis orphelin, hein, il ne faut pas oublier ça. J'ai perdu mes 2 parents quand j'avais 11 ans. Et ça vous marque définitivement, quand les gens disent on cesse un jour d'être orphelin, c'est en train de venir grâce à la naissance de la petite. C'est pour ça que je lui ai écrit. Toi. Et je lui donne une partie d'un héritage amoureux, le mien, et je lui raconte des histoires, moi, parce qu'on m'en a peu raconté des histoires. Vous vous rendez compte, mon père déporté, par exemple, il parlait jamais de la déportation. Il me chantait des chansons, de ce qu'il chantait dans les trucs. Et il me parle de sa loge maçonnique qu'il avait créée avec des... Alors vous lui racontez tout d'ailleurs? Oui, je raconte tout. Vous lui racontez vos origines juives tunisiennes? Pas du tout, au contraire, c'est formidable. Votre famille, votre travail, la gauche. Qu'est-ce que vous aimeriez, s'il fallait garder une dimension de vous? Quelle trace? Transformer les hasards en coups de bol. Vraiment. J'ai passé mon temps à mentir. Alors je dis pas il faut qu'elle mente, mais pour moi les mensonges ont été salvateurs. J'ai rencontré Truffaut quand j'avais 12 ans et je lui ai dit que je voulais être metteur en scène, putain, à 12 ans. Et il me dit mais quel genre? Enfin, je me sens très proche de l'univers de Bergman. Je lui ai dit sur un ton sentencieux. C'était très audacieux. Non, mais une phrase que j'avais appris par cœur dans le métro. Je savais pas qui était Bergman, mais ça fait rien. Je trouvais que ça faisait chic. Et grâce à cette phrase,
il m'a fait venir sur le plateau longuement des 400 coups. Si on éternue, on ne me voit pas, mais je dis une phrase. Mais j'étais bouleversé de son attention, de son côté grand frère, etc. Après, j'écrivais des scénarios moi-même incompréhensibles pour moi, et il me les corrigeait, vous voyez. Et c'est ça, transformer les rencontres en coup de bol. Et j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans et demi, vous voyez. Et j'ai pas arrêté depuis. Et je voudrais lui raconter ça, quoi. Vous voyez, cette espèce de passion que j'ai eue de faire des images. Le bonheur de la vie aussi, hein, qu'on ressent dans le livre. Le bonheur, oui, le bonheur. Et grâce à Anita, la petite fille, là, qui regarde la mer chez moi, pays natal en Tunisie, là, grâce à elle, je coupe avec l'orphelinat. Ça a l'air bizarre, hein. Je me sens créateur de dynastie. Je veux pas que vous me preniez pour un fou, hein. Mais pas du tout. Mais je me sens créateur de dynastie. Je sens que la vie continue. Oui, et ben c'est vachement bien de pouvoir dire ça. La vie continue. C'est bouleversant. En tout cas, j'invite nos téléspectateurs à lire cette lettre à Anita chez Fayard, souvenir de l'ardoise magique. C'est drôle aussi. Ah ouais, ça interroge beaucoup sur le monde tel qu'il vient, le monde ancien. Vous êtes assez inquiet, hein. Le grand-père que vous êtes est inquiet pour la petite fille qui va grandir, mais c'est plein d'espoir aussi. Oui. Vous restez avec nous, Serge Moretti. On va terminer avec un sujet grave, un sujet discuté en ce moment même dans l'hémicycle. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Les violences conjugales, 126 féminicides selon le dernier décompte de l'AFP en 2019, 4 depuis le début de l'année. On va faire un gros plan sur une mesure discutée ce soir, la levée du secret médical pour éviter les drames. Stéphanie Despierres. Le problème, c'est l'article 8 de la proposition de loi. La majorité propose de passer outre le secret médical en cas de violence conjugale. Le médecin pourra informer le procureur de la République s'il estime que sa patiente est en danger. Faut-il briser le secret médical pour protéger les femmes battues, avec ou sans l'aval des premières concernées? La question a suscité de gros débats avec l'opposition et au sein même de la majorité. Ce serait une violence de plus pour ces femmes que d'être trahies par leur médecin. Le risque ici, c'est de priver les victimes d'un rare et précieux soutien qui pourrait engendrer une perte de confiance importante pour libérer sa parole, qui est pourtant une étape essentielle pour avoir la force de porter plainte. Nous sommes dans des cas extrêmes où les femmes sont sous emprise et qu'elles n'ont pas forcément la capacité de prendre une décision qui est bonne pour elles-mêmes, mais parfois aussi pour leurs enfants. Mais lorsque nous pouvons justement sauver ces femmes, faisons-le. Le texte n'oblige pas les médecins à rompre le secret médical, mais leur en donne la possibilité, et seulement si la vie de la victime est en danger et si la femme est sous l'emprise de son conjoint. Gaël Le Bohec, je rappelle que vous êtes député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Se discute donc ce soir cette mesure. Elle est sensible parce qu'elle touche au lien de confiance entre le médecin et ses patients, ses patientes, souvent ou parfois, qui peuvent être victimes. Pour bien cerner déjà cette mesure, dans quel cas précisément le médecin pourra-t-il signaler des soupçons de violence ou de mise en danger de sa patiente ? Il faut que le médecin, l'idée du texte et ce qui est écrit, c'est que le médecin, déjà la personne soit majeure, qu'il y ait un phénomène d'emprise qui soit montré et que du coup il y ait un danger immédiat qui soit prouvé. C'est les trois, je dirais, paramètres à prendre en compte par le médecin pour définir. Le médecin doit ou le médecin peut ? Le médecin peut signaler. L'idée, c'est toujours évidemment il n'y a pas d'obligation de faire. C'est pour ça que quand on dit on enlève le secret médical, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on ajoute une possibilité de signalement vis-à-vis du procureur. Donc c'est trouver le bon équilibre, une ligne de crête qui n'est pas facile quand vous êtes dans des situations de C'est-à-dire que c'est le médecin qui décide. S'il sent que sa patiente pourrait arrêter de se faire soigner, par exemple, il peut attendre avant de signaler. C'est à lui de faire cette remontée, ce signalement au procureur pour déclencher une autre chaîne, j'irai, d'accompagnement pour ces femmes qui sont dans des situations hyper difficiles. Et c'est important de signaler justement cet équilibre-là du médecin qui passe le message au procureur. Et donc il doit avoir cette intime conviction avant d'aller voir le commissariat ou le procureur. Aurélien Pradier, il y a une autre question qui se pose avec cette mesure, c'est l'accord de la victime. Il est nécessaire d'avoir l'accord de la personne en danger ou pas ? C'est un sujet extrêmement compliqué. Il faut que nous ne perdions pas de vue un seul objectif qui est de protéger les victimes. Et nous avons eu des débats extrêmement intéressants dans l'hémicycle. Comme souvent, on a tendance, presque par intuition, à considérer que, évidemment, la levée du secret médical, c'est une bonne chose.
Une femme se présente dans un cabinet médical, victime de coups, instinctivement, les uns les autres, y compris nos concitoyens, avons presque le réflexe de dire évidemment qu'il faut lever le secret médical. Sauf que ça pose un certain nombre de difficultés. La première, c'est que le lien de confiance entre ces femmes qui sont victimes de violences et le médecin est un lien très singulier. Que la plupart du temps, ces femmes vont voir le médecin sans y aller pour manifester qu'elles sont victimes de violences. Elles y vont 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois 10 fois. Et ce lien de confiance-là, il ne peut pas être rompu. Si demain, les femmes victimes de violences considèrent qu'en allant chez le médecin, elles risquent d'être dénoncées d'une certaine manière systématiquement, alors le grand danger, c'est qu'on les perde dans la nature, qu'elles n'aillent plus chez les médecins. Tout comme Quelle est votre position, vous, au nom des Républicains? Je sens que vous êtes sceptique, mais peut-être favorable sur le fond ou pas? D'abord, en mon nom personnel, j'essaie de me mettre d'accord avec moi-même avant de me mettre d'accord avec mon groupe politique. Moi, je n'avais pas d'idée préconçue au départ. Je pense qu'une part de doute fait du bien en politique. C'est une tendance qu'on a parfois perdue depuis quelques temps. On est souvent certain des choses. Moi, je ne suis pas certain. Et en l'espèce, j'ai fini l'examen du texte en étant plutôt défavorable à la levée du secret médical. Pour une raison très précise, c'est que je pense qu'on va mettre en danger certaines femmes. Je vous explique le parcours d'une femme. Elle se présente chez son médecin, elle est victime de coups, elle y vient parce qu'elle a une douleur au dos. Le médecin détecte qu'elle est victime de coups, c'est assez facile à voir au final. Et le médecin va donc lui indiquer qu'il va signaler au procureur. Elle peut le refuser. Le médecin peut, contre son avis, le signaler au procureur, avec cette nouvelle loi. Il va le signaler. Le procureur va lui engager une enquête, puisqu'il aura besoin de preuves. Il va notamment demander à cette femme d'aller passer un examen à l'unité médico-légale judiciaire. Il va ensuite la convoquer dans son cabinet. Mais si cette femme, dès le début, n'a pas adhéré à la démarche du dépôt de plainte, elle ne se présentera pas à l'UMJ, elle ne se présentera pas à la convocation. Par contre, l'auteur présumé des violences se présentera à la convocation et durant tout ce temps-là, cette femme va être laissée dans la nature sans aucune protection, plus en danger encore. À l'instant, cette proposition de loi qui contient cette mesure sur le secret médical vient d'être adoptée à l'unanimité, mais tout de même, vous entendez les réserves, hein, elles sont importantes. Est-ce qu'elle risque d'être contre-productive, cette mesure? 3 choses que j'avais envie de dire. 1, déjà, pour affiner le discours et ce qu'il y a dans le texte, je me permets, c'est dire que le médecin doit montrer ou avoir en tête qu'il y a un phénomène d'emprise. C'est pas juste il y a une douleur au dos et ainsi de suite. Il y a un phénomène plus global et le médecin doit être capable, justement, de par la répétition, parce qu'il a vu la personne plusieurs fois, il doit être capable de regarder le contexte global. Et les 2 choses que je voulais rajouter, c'était 1, ça vient aussi de l'ensemble du Grenelle de l'environnement où on est allé voir, on a fait ce Grenelle parcours. Des violences conjugales. Grenelle des violences conjugales. Grenelle tue le Grenelle. Le Grenelle des violences conjugales, tout à fait, où il y a des centaines de femmes victimes qui nous ont fait voir leur parcours, sur lequel on est allé à la gendarmerie, on est allé chez le médecin, on est allé à l'hôpital, d'accord ? Donc c'est un équilibre entre le vécu de ces femmes-là et aussi, de l'autre côté, on a dit qu'on ferait jamais sans les médecins ni contre les médecins. Et il y a eu une position de l'Ordre des médecins dans la journée, justement, sur cette question-là. Il faut expliquer que l'Ordre des médecins a donné son accord. Il a même participé à la rédaction de l'article en question. Donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre. Donc ça ne se fait pas contre les médecins. Exactement, ni sans les médecins. C'est-à-dire que se trouver l'équilibre qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a un contexte global. Et il faut avoir en tête aussi de tout ce qui est fait sur le parcours et l'accompagnement futur de la victime. C'est pas le tout de faire un signalement au procureur, si derrière... Évidemment. Voilà. C'est une longue chaîne de prise en charge. Aurélien Pradier, une des grandes difficultés, c'est le débat que nous avons eu cet après-midi. Moi, j'ai eu le sentiment, je le dis de manière très sereine, hein, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, j'ai eu le sentiment, au fond, que ce texte-là allait plus protéger les médecins que les femmes. Et je comprends que l'Ordre des médecins est... Parce que il y a une ambiguïté aujourd'hui. Il y a une ambiguïté aujourd'hui dans le texte, le code pénal, sur le fait que les médecins pourraient dénoncer un acte de violence conjugale et auraient rompu le secret médical et pourraient en être accusés. Et donc ce texte-là, je le trouve très inopérationnel en fait. Et dans les débats d'ailleurs à plusieurs reprises, on a dit mais il faut protéger les médecins pour que s'ils dénoncent ou s'ils ne dénoncent pas, ils ne soient pas sujets à une poursuite judiciaire. Quant aux femmes elles-mêmes, moi c'est mon obsession, c'est notre obsession. Je rappelle que vous-même, vous avez porté une proposition de loi adoptée à l'unanimité, notamment sur le bracelet électronique. Il y a un Grenelle avec des mesures qui viennent ici à l'Assemblée être votées par petits bouts parfois, parce qu'il y a des propositions de loi des uns et des autres. Allez-y. Mais de mots, notre obsession, c'est de protéger les femmes. Et dans le cas, et c'est tout mon problème, dans le cas où elles n'adhèrent pas elles-mêmes à la démarche du dépôt de plainte, parce qu'elles sont sous une emprise considérable, alors elles n'adhéreront pas à toutes les mesures de protection qui pourraient venir ensuite. Au fond, ce qui est très difficile, c'est que, et certains médecins nous le disent, en Seine-Saint-Denis où j'ai passé beaucoup de temps, je me souviens d'une femme médecin qui me disait « il me faut au moins 3 mois pour accompagner une femme vers ce qui est l'acte le plus fondateur, qu'elle dépose elle-même la plainte. » Parce qu'à ce moment-là, elle a rompu l'emprise. J'ai le sentiment qu'on va à forcer la main
de ces femmes, on risque de les perdre en chemin, et c'est ce qui m'inquiète. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi tu dis forcer la main? Pardon. Parce qu'au final, elles vont aller chez leur médecin ou elles n'iront pas parce qu'elles vont soupçonner que le médecin peut les dénoncer facilement. Aujourd'hui, il y a un lien de confiance qui fait qu'elles y vont souvent en se disant « je vais pouvoir, comme dans une confession, parler librement et le médecin ne dénoncera jamais les actes sans que moi j'en sois d'accord ». Et donc quand je dis forcer la main, c'est que le médecin demain, avec cette loi, pourra rompre le secret, signaler au procureur, même contre l'avis de la femme victime de violence. C'est là qu'il y a un lien de confiance qui risque de se rompre. Ce qui est important, c'est de dire que ce signalement-là, il doit se faire avec le médecin qui s'efforce d'expliquer à sa patiente. L'idée, c'est qu'un dernier recours, il doit la prévenir. Il doit la prévenir de ce qu'il fait. Exactement. Il ne peut pas le faire dans son dos. Et ce que je veux dire, et là où je suis pas, il peut le faire contre son avis. Il peut le faire contre son avis, mais en s'étant efforcé, et c'est dans le texte, mais contre son avis, d'aller jusqu'au bout. Et la deuxième chose, là où je suis pas du tout d'accord, c'est que pas juste quand on a porté plainte que l'emprise elle est finie. C'est-à-dire que l'emprise elle peut aller beaucoup plus loin, elle peut être encore présente. Oui, mais vous avez dit, oh, là, l'emprise s'arrête une fois que j'ai porté plainte. Non, l'emprise, elle peut aller beaucoup plus loin. Soyons précis. Quand on a déposé plainte, on commence à être dans un cheminement de rupture avec l'emprise. Quand on n'a pas déposé plainte et qu'on est juste allé chez le médecin, d'autres textes. On n'est pas encore dans cette étape. On avance, il y a encore beaucoup de choses dans ce Grenelle qui se traduiront probablement par des textes de loi. Un tout petit mot rapidement là-dessus. Il y a un mot qui a été forgé sur les violences conjugales qui s'appelle les féminicides. On est en plein dans un mouvement de prise de conscience et le législateur, il tâtonne, on le voit, il avance et puis il se pose des questions, c'est difficile. Comment vous réagissez à ça? C'est difficile, mais c'est important et beau. Vraiment. Enfin, je suis bouleversé, moi, quand je vous entends parler. Bouleversé. Parce que je pense à toutes les femmes que je connais, ma petite fille dont je parlais, enfin, ma fille, bref. Il y a une seule question qui me taraude, c'est que deviennent les mecs? Dénoncer, pas dénoncer, etc. Mais c'est épouvantable de taper les femmes. Enfin, c'est épouvantable. C'est un cauchemar. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors là, on va répondre vite parce que je voudrais absolument laisser du temps pour la dernière chronique. Il y a un enjeu évidemment sur l'accompagnement et sur la lutte contre les stéréotypes et avant et après. C'est-à-dire qu'il y a un engagement pour accompagner aussi ces hommes qui sont acteurs de violence et ils seront accompagnés beaucoup plus facilement dans des centres qui seront créés, dont un est à Arras et pilote. 2 centres. Il y a des centres, il y a des plaintes. Et l'idée, c'est de développer. On voit que c'est productif et que le risque de récidive est énormément diminué. Quand les juges il y a des jugements poursuivent. Quand les magistrats acceptent. Allez, c'est l'heure de retrouver la chronique de Valérie Brochard. Elle s'est plongée, Valérie Brochard, pour terminer cette émission, au cœur de la guérilla parlementaire qui se prépare contre la réforme des retraites. Elle est où ce soir, Valérie ? La commission spéciale sur les retraites continue ses auditions et j'arrive tout de suite, Myriam, en plateau pour vous raconter le plan d'attaque de la gauche parlementaire. Bonsoir Valérie. Sans transition aucune. Magie absolue. Vous avez vu un plan d'attaque contre la réforme des retraites. C'est une partie d'échec, Myriam, sur un plateau en cerisier. Les pour et les contre avancent leurs pions alors que les travaux de la commission spéciale continuent. Hier soir, déjà, les prémices d'une attaque des anti-réformes se dessinaient. Un front commun réunissant les groupes de la gauche parlementaire est-il envisageable? Clément Méric, l'un de nos journalistes, a tenté d'en savoir plus hier soir vers 23h à la fin de la première journée d'audition. Il a d'abord rencontré la patronne des socialistes. D'abord, chacun a ses expressions et nous les garderons. Donc ça, c'est une première chose. Il y a toujours des moments où on se rejoint, bien entendu. Il y aura donc des initiatives communes. Peut-être. Valérie Rabault reste mystérieuse, une tactique peut-être pour ne pas trop dévoiler sa stratégie, mais derrière elle, les députés insoumis et communistes ont choisi, eux, d'annoncer clairement la couleur. On n'a pas l'intention de les laisser tranquillement atteindre leur calendrier, leurs objectifs dans les temps impartis. Donc on a aussi quelques leviers pour ça et on se réserve le droit de les utiliser. On va faire rentrer la colère de la rue dans l'hémicycle. On va utiliser tout l'arsenal législatif en notre possession. Motion par voie référendaire, motion de censure, amendement pour avoir des débats de fond. Bref, tout l'arsenal va être mis en branle pour que la vie de ce gouvernement sur ce mauvais projet de casse du socle des retraites par répartition ne soit pas un long fleuve tranquille. Donc là, Myriam, on commence à comprendre que c'est bien
tous ensemble qu'ils vont déplacer leur tour et leur cavalier parlementaire. Et ce matin, la nouvelle officielle tombe. Regardez, Jean-Luc Mélenchon annonce à nos confrères de BFM TV le dépôt d'une motion de censure pour faire de l'obstruction à l'Assemblée. En clair, un accord de principe a été trouvé entre les socialistes et apparentés, la gauche démocrate et républicaine et la France insoumise. Il compte déposer une motion de censure contre le gouvernement. Il faut un minimum de 58 députés pour le faire. Eh bien, ensemble, ces 3 groupes parlementaires peuvent atteindre ce minimum. Mais attention Myriam, subtilité dans la manœuvre, cette motion sera déposée après le 17 février dans l'hémicycle, c'est-à-dire après l'entrée du texte dans l'hémicycle. Qui va retarder le débat. Bien ralentir la machine de la majorité. Un examen en procédure accélérée que dénoncent tous les opposants à la réforme. 15 jours de débat, une seule lecture par les 2 chambres, un rouleau compresseur qui agace, même à droite. Regardez. Aujourd'hui, le Parlement ne dispose ni du temps, ni de toutes les données nécessaires pour évaluer, amender, discuter de cette réforme. Tout est mis en œuvre pour priver le Parlement, et donc les Français, d'un vrai débat sur la réforme des retraites. Motion de censure, motion référendaire, sur le fond aussi évidemment avec de très nombreux amendements. Bref, à partir du 17 février prochain, ça va chauffer dans l'hémicycle. J'ai pas compris, c'est trop tard ou c'est trop tôt? Ah bah attendez, oui c'est ça, c'est tout le problème. Les oppositions feront Ils vont tout faire pour retarder. Exactement, pour retarder le calendrier. à la fin. Les oppositions feront tout, Serge Moati, pour que le vote solennel prévu le 3 mars prochain, c'est-à-dire juste avant la trêve municipale, soit décalé. Donc tout pour que le texte n'arrive pas au Sénat fin avril. Donc tout pour que la réforme ne soit pas définitivement adoptée avant l'été. La partie ne fait que commencer. Rassurez-vous, on a encore du temps pour expliquer tout ça ici même sur le plateau d'LCP. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Serge Moati. C'est la fin de cette émission. Lettre à Anita, c'est chez Fayard et c'est recommandé par l'équipe de la rédaction. Merci à vous de votre fidélité. Très belle soirée. Soirée documentaire tout de suite. À demain.